Parfois dans la vie, il y a ce sentiment qui te tombe dessus sans trop te prévenir. Celui qui te donne l'impression que si tu fais pas quelque chose très vite, tu vas finir par suffoquer. Ce sentiment qui te dit qu'il faut que tu bouges. Et que si tu bouges pas, le mouvement lui-même va finir par t'abandonner, au risque de demeurer à jamais immobile. Que les habitudes confortables de ta vie quotidienne ont fini par t'enchaîner à elles. Que toutes ces choses tombent en cascade sur tes épaules et t'empêchent de rester libre et de respirer. Alors moi j'ai décidé de lever la tête, de regarder droit devant moi et de reprendre mon souffle. Du plus loin que je me souvienne, je crois que j'ai toujours aimé les motos. Ça, c'est moi à 8 ans sur ma Piwi 50. C'est d'ailleurs la seule moto que j'ai jamais eue, parce qu'après, à l'adolescence, je roulais en scooter. Et ça, c'est moi à 15 ans, en balade avec les copains. J'ai toujours vu la moto comme un vrai symbole de liberté, une façon de se déplacer sans contrainte. Alors quand j'ai eu envie de prendre l'air, je me suis dit que c'était comme ça qu'il fallait que je parte. Le problème, c'est que j'ai pas de moto. Mais j'avais gardé en tête, comme une prémonition, une phrase que me dirait quelques jours plus tard un motard confirmé. Tu vois, comme quoi, tu as des pneus, des freins, tu fais avec 125, tu fais avec ce que tu veux. Je vous présente Peter. Certains pourraient dire que c'est un scooter, moi je préfère dire que c'est presque une moto. Cylindrée, 125 cm3. Puissance, 12 chevaux. Vitesse de pointe, 115 km/h. 2 roues, 2 freins et un moteur. C'est exactement ce qu'il me fallait. C'est avec lui que je vais partir en presque motard. Lui qui était ma presque moto. Tu sais, si je dois te dire la vérité, moi j'ai rien d'un aventurier. Je crois que ça se voit à la façon dont j'attache mon sac. Donc j'avais envie que cette aventure, elle reste à ma hauteur. C'est pour ça que j'ai choisi de rester en France, de suivre la direction du soleil et de descendre vers le sud. Mon pactage était attaché, tout était prêt, j'avais plus qu'à m'envoler. Alors c'est le premier jour de cette aventure et je quitte Paris avec, je dois bien l'avouer, une petite boule au ventre. Pour l'instant j'ai surtout peur pour mon dos en fait, j'ai peur d'avoir mal au dos. Mais bon, il fait beau, grand soleil, j'espère que ça va être comme ça pendant tout l'itinéraire. Va pas trop vite, un feu rouge tous les 200 mètres et paye ton stationnement. Tu vois, pour un 2 roues à Paris, les seuls espaces de liberté qui nous restent, c'est de faire la course avec les livreurs entre deux feux. En respectant les 30 km/h réglementaires, évidemment. Tu sais, il y a deux choses qui comptent vraiment pour les motards. Les virages et la liberté. Alors pour un presque motard, c'était presque pareil. Donc j'ai traversé la capitale sans me retourner, j'ai pris un bout de voie rapide pour m'éloigner le plus vite possible de l'Île-de-France, pour avoir enfin l'impression de tailler la route. Big lights, they shine.
L'étape du jour était assez modeste. Elle devait me mener à l'entrée du Morvan. J'avais environ 4 heures de route devant moi. Peter, avec ses 12 petits chevaux, ne déméritait pas sur les nationales. Aucun problème pour suivre le flux de la circulation. S'il y a bien une chose que je sais sur les motards, c'est qu'ils détestent les scooters. Alors avec Peter, on espérait en croiser quelques-uns, histoire de leur montrer que finalement, on n'était pas si terribles, nous, les scooteristes, les presque motards, les demi-motards. Enfin, tu le dis comme tu veux. Alors je suis arrivé en fin d'après-midi à Vézelay, qui est une très jolie ville. Le problème c'est que on est le week-end de l'Ascension et il y a une très belle basilique ici. Donc il y a énormément de touristes et donc je n'ai trouvé aucun hôtel de disponible. Donc j'ai passé 2 heures, 2 heures et demie à essayer de trouver un logement dans la ville, j'ai pas trouvé. En revanche j'ai trouvé un prof de maths qui est aussi prof de yoga et qui a une connaissance à Avallon, c'est à 15 km d'ici, donc à peu près 25 minutes de route. Cette connaissance s'appelle Lucette et elle est d'accord pour m'accueillir ce soir, donc je prends mon scoot et je vais donc chez Lucette. Vous êtes ma sauveuse, je croyais, j'ai cru dormir dehors moi. Si, il marche, mais en fait j'avais rien réservé parce que je fais un voyage. Comme je l'ai dit tout à l'heure à Carlos, vous allez super bien tomber parce que les jeunes qui arrivent, il est italien et il ne parle pas français. Donc je parle pas italien non plus. Ah bon? Pas du tout. Et vous êtes italien? Non. Non, mais vous allez non, je fais un voyage en fait, je pars. C'est comme ça. Voilà. Alors donc je vais aller vous ouvrir avec. Oh, mais c'est bien que vous avez un poste. Là, si vous, je ne sais pas si vous pouvez descendre ou sinon vous refaire la boucle. Il y a un petit chemin par là? Juste là au bout de la maison. Alors je sais pas pourquoi elle a cru que je parlais italien. Peut-être parce que je m'appelle Lucas, mais elle a l'air très sympa cette Lucette. Lucette, elle a toujours aimé voyager. Et tu vois, quand ça a plus été possible pour elle, elle a décidé d'accueillir des gens chez elle, pour voyager à travers eux. Nous avions un pied à terre en Espagne, et puis après, sur fin octobre-novembre, on faisait une cure à Mélie-les-Bains. En janvier, on partait, nous avons commencé à 2 semaines, on a fini à 5 pour aller au Corso, à Menton, à Nice, aux batailles de Fleurs, etc. Mon mari, lui, préférait rester voir ces documentaires ici, qui lui en apprenaient plus qu'on nous montre ce que l'on veut en voyage. Mais moi, je m'épanouissais. Hein. Donc, bon, et un jour, on avait réservé pour Menton, et mon mari a eu des soucis de santé. Après, on n'est pas reparti. Alors, j'ai dit, la maison est grande. Moi, j'ai besoin de voir du monde, de recevoir, de pouvoir avoir des entretiens et tout. Faisons vivre la maison. Et donc, c'est une excellente... Ça fait 6 ans maintenant. Ce soir-là, Lucette accueillait aussi un couple qui m'a proposé de dîner avec eux dans le centre-ville. Fanny est allemande et vit en Suisse, où elle est prof de français. Andrea est italien, et lui, un peu plus logique, il est prof d'italien. Il est aussi photographe amateur, alors autant vous dire qu'entre nous, ça a vite matché. Why do I like photography? Yeah. Because it brings you to look deeper around you. You have to observe more. Donc je suis encore à Avallon parce que j'ai décidé de passer la matinée au marché
avec Fanny et Andrea, le couple que j'ai rencontré hier soir. Et comme il faisait pas très beau ce matin au réveil, je me suis dit que j'allais partir un peu plus tard. Et donc je vais prendre la route. Je ne sais pas encore pour où, pour être honnête. Je continue à avancer dans le sud. Fanny et Andrea, ils adorent voyager. Le problème, c'est que Andrea, il a peur de l'avion. Donc ils sont obligés de rester à portée de voiture, quoi. Et ce petit handicap fait qu'ils connaissent très très bien l'Europe. Went a weekend to Austria, to France, to Germany, whatever, and then you felt, oh, I'm somewhere very different. And now when we travel, at least in Europe, I have the feeling I'm just in Europe. It's The next destination. I'm a next destination. If you don't have the problem of with yeah, plane. if I didn't have the problem of flying, I would probably go maybe to Africa again. I would like to go back to Canada. Maybe to see a bit more of it. I was there when I was young. Yeah, I think I like to move. I like to move. C'est vrai que quand on veut prendre des gens en photo, ça fait un peu... Ça fait peur? Ça fait peur un peu. Mais j'ai pris de belles photos. Et t'aimes bien la photo aussi alors? Oui. Et bien la photo? Bien, bien. Il était temps pour moi d'aller récupérer mes affaires, de dire au revoir à Lucette et son mari, et de reprendre la route pour m'enfoncer dans le Morvan. Dans le Morvan, il y a des arbres partout. Historiquement, c'est ici que la ville de Paris s'approvisionnait en bois de chauffage. Et si tu as un sapin dans ton salon à Noël, il y a de fortes chances qu'il ait poussé ici, puisque le parc est le premier fournisseur. Hier soir, j'ai dormi dans un petit bled où il n'y avait pas grand chose à montrer. Et là, j'ai repris la route pour Vichy. Il fait pas très beau, j'espère que je vais pas me prendre la pluie. Et sur la route, je suis tombé sur un groupe de meufs qui sont très mignonnes. Je sentais qu'entre elles et moi, le courant commençait à passer. Le problème, c'est qu'à en vouloir toujours plus, j'ai fini par tout gâcher. Bah ouais, je leur ai fait peur avec mon drone. Désolé les filles, c'était vraiment pas l'objectif. Donc je les ai laissées tranquilles, je suis allé donner à boire à Peter et j'ai repris la route en direction de Vichy. Où je me suis juste arrêté manger un sandwich parce que j'avais encore de la route. Merci beaucoup. Tu vois, pour vous raconter toute cette histoire, il fallait que je m'arrête beaucoup pour filmer. Et comme je commençais à avoir mal au dos, je m'arrêtais aussi beaucoup pour me reposer. En tout cas, en ce 3e jour, j'ai pas beaucoup avancé, quoi. D'autant plus que je me suis un peu perdu. Saleté de déviation. Je viens de prendre une déviation parce que la route nationale était en travaux.
Et il se trouve que cette déviation ne mène en fait à rien. Donc j'ai perdu presque 50 minutes de route, ce qui fait que je ne vais pas pouvoir aller à ma destination d'aujourd'hui. Là il commence à pleuvoir et qu'il va bientôt faire nuit. Donc je voudrais pas vous gâcher ces belles images. Et donc j'ai décidé d'y aller demain. Je vais essayer de dormir dans le coin. Le lendemain matin, en prenant bien soin d'éviter la déviation, j'ai repris la route pour le Puy-en-Velay. En passant par le parc régional du Livradois-Forez. Pour rejoindre Montélimar, je devais traverser un autre parc régional, celui des Monts de l'Ardèche. C'était un peu différent du Livradois. Moi, j'y connais rien en végétation. Je peux juste vous dire qu'il y en a un qui était vert foncé et l'autre vert un peu plus clair. Bonjour. Un petit paquet de nougat, mais tout ce qui est plus basique, quoi. Tous les basiques, c'est le long là-bas, avec les étiquettes marron. D'abord 200 grammes, 100 grammes ou en 400 grammes. Donc 15 € s'il vous plaît. Alors là, je m'apprête à quitter Montélimar pour rejoindre Vaqueras. C'est à peu près à 1 heure de route, c'est pas très loin d'Avignon. Où m'attend Sandy, qui est viticultrice et qui va me faire visiter ses vignes. Je sais pas comment ça va se passer sur la route parce que là il y a un vent de fou et en scoot on le sent vraiment très fort quand il y a du vent. Moi je peux vous dire que là ça commence à sentir le vent. Salut! Et toi? Bonjour!
Sandy a toujours rêvé de travailler dans les vignes. Et depuis 6 mois, elle reprend tout doucement l'exploitation de son père. Alors comment tu es devenue viticultrice? Donc c'est une longue histoire. Moi je voulais travailler avec mon père dans l'exploitation familiale depuis que je suis en 5e. Et mon père refusait à chaque fois. Et donc j'ai fait prof, voilà, je passais le CAPES. Moi je m'étais dit je ferais ça 10 ans quoi. 10 ans approchés, sans que je m'en rende trop compte d'ailleurs. Et puis je me suis dit je partirais bien à l'étranger parce que j'avais fait prof aussi parce que je voulais partir à l'étranger. Seulement, j'avais pas envie de partir à l'étranger en tant que prof parce que c'était trop de paperasse à faire pour partir, trop de dossiers. Puis j'avais pas envie de me retrouver dans le microcosme des profs où tu sors, tu découvres les choses entre profs et tout ça. Donc je dis, il y a une autre chose que je sais faire, c'est monter à cheval. Donc je vais passer mon BPGEPS équitation et toujours avec en tête en fait de revenir ici quoi. Comme j'avais toujours ça en tête, j'ai passé BTSA viticulture œnologie. Voilà, par correspondance. Une année, depuis Madagascar? Depuis Madagascar. Une année à Madagascar, et puis c'est le moment où on a déménagé de Madagascar. Donc après, j'étais une année à Tahiti aussi. Voilà, je l'ai préparé. Et j'étais enceinte aussi pendant ce temps. Donc là, je pense que mon père s'est dit, ah oui, elle est vraiment motivée en fait. Mon père avançant dans l'âge, il s'est enfin résigné à pouvoir revenir. Et il est content maintenant? Maintenant, il a l'air, hein. Écoute, je le soulage un peu. Quand elle est enfin revenue vivre dans la région, Sandy a transformé une vieille remise de l'exploitation pour en faire sa maison. Elle vit littéralement au milieu de ses vignes. Oui, c'est fatigant physiquement. Oui. J'avoue que, ou alors je m'y suis prise trop tard peut-être, je sais pas, pour que mon corps soit au point. Mais oui, c'est fatigant. C'est au niveau, voilà, pour la taille, pour les bourgeonnages, c'est le dos qui prend cher. Et puis il y a le vent aussi. Là, pourtant tu es une sportive toi, a priori, le dos il doit être bien renforcé. Il est pourtant assez renforcé, mais c'est cette position toujours penchée en fait, qui fait que ça fatigue le dos. T'as les jours où il fait froid, où forcément tu te fatigues plus, les jours où il fait très chaud, les jours où il y a le Mistral, puis t'as quelques jours dans l'année qui sont la bénédiction des cieux, on fait juste la bonne température, il n'y a pas de vent. Voilà. Mais après, tu as des moments magiques aussi, parce que du coup, selon l'heure à laquelle tu commences, tu as un magnifique lever de soleil là, sur les dentelles de Montmirail et de Mont Ventoux. Voilà, tu as le chant des oiseaux, tu n'as personne qui te prend la tête. Non, il y a aussi de bons côtés. Il y a un côté méditatif à travailler dans les champs comme ça? Oui, je trouve. C'est... parfois, moi, c'est ce qui me ralentit un petit peu, parce que je pense trop. Voilà. Ouais. Je suis dans l'activité de la taille ou des bourgeonnages, et puis en même temps, voilà, il y a la pensée qui est un peu en flottement. Et parfois, ça peut amener assez loin, mais c'est aussi agréable. Tu vois, les copines qui sont restées là me disaient tout le temps, quand on était à Tahiti surtout, « Waouh, mais t'as trop de la chance, le paysage de rêve, t'es au paradis ». Et en fait, quand elles m'envoyaient des photos du coin, je leur disais, mais en fait, vous vous rendez pas compte, c'est chouette ici aussi. Et finalement, c'est l'avantage, c'est que quand tu es parti, tu sais que tu n'es plus dans la routine, quoi. Tu regardes avec un œil nouveau, c'est chouette. En fin d'après-midi, les enfants de Sandy sont rentrés de l'école. Alors j'ai joué à la bagarre avec Naïs, déguisée en princesse chevalier. Et j'ai laissé Marius piloter le drone. Sandy et Alex, son mari, m'ont fait un super repas et m'ont laissé passer la nuit chez eux.
Et là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Jérôme? Là, on va nettoyer les mourvèdres, les pieds des mourvèdres. Les pieds des mourvèdres. Donc, comme ça veut dire quoi ça? Alors, ça veut dire que. C'est des bourgeonnés? Ouais, c'est ça. C'est bourgeonné. On va enlever les sarments qui sont en trop. Et puis, on va attacher les jeunes aussi, c'est ça? Ouais, bah oui, il n'y en a pas beaucoup attaché, mais Voilà. le peu qu'il y a. Les jeunes plants. Vraiment que ce qui est toi dessous et le pied. Ok. Et voilà. Tu vois, comme ceux-là, juste ça, là. Tu vois, ceux qui sont dessous, et on cherche pas le porteur rien. Est-ce qu'elle apprend vite, Sandy? Hein? Oh oui, ça va, franchement. Après, il n'y a rien de compliqué non plus. Hein. Donc, mais oui, Ouais. impeccable. Ça fait longtemps que tu fais ça? Moi, ça fait combien que je suis ton père? 11 ans, 12 ans? 12 ans. 12 ans. 12 ans. Donc oui, ça va. Ah, moi, j'aime bien être dehors. Il faut aimer pour être dedans. C'est sûr qu'après, si tu n'aimes pas être dehors et les travails un peu difficiles et manuels, il faut pas faire ça. Alors en ce moment, on ébourgeonne. En fait, on enlève, tu vois là, il y a des sarments qui poussent là, bien verts. Et puis, t'en as qui poussent pas au bon endroit. Après la taille, soit on n'a pas suffisamment coupé, soit il y a des bourgeons qui étaient cachés là sous l'écorce et du coup ça pousse. Et donc on enlève pour pas qu'il y ait trop de raisin. Ah oui, ça? Là, tu vois là. Puis là, t'as les petites fleurs qui commencent, mais juste c'est du tout début. T'aimes le vin, Jérôme? Pas du tout. C'est vrai? Non, j'en bois pas. C'est le comble, hein? Bah ouais. Non, mais alors, même au goûter, j'y arrive pas. Ah, je suis pas égoïste, je laisse pour les autres, moi. Non, ouais, j'ai jamais aimé le vin. C'est marrant. Ouais, je sais, après ça rire quand on me dit tu fais quoi? Je travaille dans la vigne. Ah ben, il est bon ton vin, je sais pas. Bon oui, il est bon, mais je l'ai jamais goûté. Il y a une vigne qui meurt, on l'arrache et on replante un jeune pour... Au milieu des autres. Au milieu des autres, oui, c'est pour ça qu'il y en a Il va suivre les mêmes cycles que les autres quand même? Pas les premières années. Mais après, après oui. Après, il y aura toujours un petit décalage, mais au bout de 3-4 ans, il commencera à produire. J'ai laissé Sandy et Jérôme travailler, et avec Peter, on a repris la route. Direction Marseille. Ah, Marseille. J'adore cette ville. Surtout qu'après 5 jours de route, je suis vraiment venu là pour me reposer. Le maître mot du séjour, sérénité. Oh putain de merde. Alors attends, il faut que je t'explique. Tu vois ce sac que j'ai dans la main là? Dedans, il y a tout mon matériel photo. Et il y a aussi les disques durs avec toutes les images que j'ai tournées. Ça, c'est le sac à ne pas perdre. Et ce sac, qu'il faut surtout pas perdre, moi, 15 minutes avant, je l'avais laissé sur le trottoir à Marseille. Oui, t'as bien entendu, sur le trottoir, et à Marseille. Mais attends la suite, il y a encore mieux, parce que moi je suis reparti, mais sans le sac. Moi, on m'a toujours dit qu'on apprenait de ses erreurs. Et quand tu viens de faire une connerie, tu deviens pas instantanément moins con. Alors pour le retrouver, ce sac, j'ai conduit comme un con.
Ça, c'est ce qu'on appelle avoir le cul bordé de nouilles. Parce que c'est pas la trouille que j'ai eue, c'est la méga trouille. Et je crois que ça explique ce petit tremblement à la jambe gauche. Alors, on est vendredi, ça fait maintenant une semaine que je suis parti de Paris. J'ai fait 1000 km, un peu plus de 1000 km. C'est un peu plus difficile que ce que j'imaginais, notamment au niveau des douleurs du dos. Je dois avouer que quand tu roules longtemps en fait sur un scoot, t'es vraiment assis sur tes fesses et donc c'est le dos qui prend tous les chocs. Alors j'ai un peu mal au dos, là je suis arrivé à Marseille il y a 2 jours. J'ai pris 2 jours pour me reposer. Et demain je prends la route pour Monaco parce que je suis invité chez une copine pour voir le Grand Prix. Et puis après je continuerai ma route dans les Alpes du Sud. Donc voilà, je suis à peu près à la moitié du trajet et j'ai hâte de vous montrer la suite. People got a good hand, never wondering if they can. But I've been fighting what I'm feeling, needing something to believe in. Oh, lift me up from the valley. Oh, lift me up from the storm. Oh, lift me up from the valley. Oh, lift me up, baby. Let it shine, get on up, raise your head and hold it high. Let it shine, get on up, you are more than meets the eye. So let it shine. Alors je vais où, au deuxième? -2, ouais. -2, il y a des scouts. Ouais. Je pense pas, j'en sais rien. Monaco, c'est une principauté. Ils ont un prince, il s'appelle Albert. Et ce que t'entends là, c'est leur hymne national. Monaco, c'est pas juste un rocher avec des casinos et une course de voiture une fois par an, non. Mais c'est vrai que pendant le Grand Prix, tout se met sur pause et les regards se tournent vers cet événement qui rassemble chaque année 37 000 spectateurs. C'est la course emblématique de la Formule 1. Eux, c'est mes amis, c'est eux qui m'ont invité. Et comme tu peux le voir, ils ont toujours un geste gentil à mon égard. Les gens viennent à Monaco pour le Grand Prix, mais aussi pour faire la fête. Et ben moi j'ai fait comme eux, j'ai fait la fête. Je suis parti de Monaco un peu fatigué. Il faut dire que j'avais pas beaucoup dormi la veille. L'objectif du jour, atteindre Josier, une petite commune tout près de Barcelonnette, où j'étais attendu en début de soirée. Et sur la route, je suis tombé sur une ville un peu curieuse, Entrevaux. Une ville en bloc, une ville château, trônant au milieu des montagnes.
En m'enfonçant dans les Alpes du Sud, j'ai gagné de l'altitude. Et pendant que moi je montais, le thermomètre, lui, il descendait. Voilà, des gants en cuir un peu plus chauds, une petite écharpe. Là, je peux vous dire que dans les virages, je fais vraiment pas le malin. Je suis pas un pilote, hein, putain. C'est vraiment le... C'est hyper gras. Il y a des cailloux partout. Donc voilà, je vais arriver très tard. Et à force de monter, figure-toi que j'ai fini par dépasser les nuages. Col d'Alos, 2247 mètres. Si j'avais su que ce petit scout pouvait m'emmener si loin, et surtout si haut. Alors bien sûr, avec l'altitude, il a montré quelques moments de faiblesse. Mais il a suffi que je lui dise « Pete, je suis sûr que t'es pas capable de monter là-haut », que déjà il reprenait de la force moteur. Il faut dire que j'avais titillé son ego en appelant cette aventure presque motard, lui qui était persuadé d'être une moto. Avec son guidon à la Harley Davidson. Je suis redescendu de l'autre côté du col d'Alos pour rejoindre Josier, où j'ai été gentiment accueilli pour la nuit par Roro et Mumu. Désolé pour le retard. Hein. T'inquiète pas. Quand tu marches, tu regardes. Ouais, je sais. Moi, je suis aixois. Origine corse. Ouais. C'est vrai? Ouais. Et comment t'as atterri ici? C'est toute une histoire. Ben, avec Muriel, on travaillait, on était sur Aix et on travaillait tous les deux aux urgences à l'hôpital d'Aix. On avait fait une demande de mutation pour partir travailler dans les îles. On devait partir à Saint-Martin. Ah ouais? Ouais. Et ah ouais, mais t'as fini à la montagne. Voilà. Et Aix, ils n'ont jamais voulu nous laisser partir parce qu'il manquait de personnel. Et ils ont simulé d'avoir perdu nos dossiers. Donc on n'a pas pu partir à Saint-Martin parce qu'on avait une date précise à respecter. Ils ouvraient un service, il fallait qu'on y soit. Donc, on n'a pas pu y aller. On était tellement en colère après l'hôpital qu'on s'est demandé, on a dit bon, où c'est qu'on va? Ils ne veulent pas qu'on parte à Saint-Martin, on va partir ailleurs. Où c'est qu'on peut partir? Les parents à Muriel, ils ont une maison ici. Ils avaient une maison. Ils ont dit bon, ben, ici on demandait notre mutation à Josier. Et comme ça, sur un coup de tête, toi. Parce qu'on avait la maison, on avait l'hébergement. Écoute, on a fait notre lettre pour Josier pour une demande de mutation. 48 heures après, on était convoqués, ils nous appelaient, ils voulaient nous prendre tous les deux tout de suite. Donc on s'est retrouvés ici, on les a retrouvés à Saint-Martin. Et on est partis. On a vécu pendant pas la même vie que quand tu vis à Aix ici. Ah, rien à voir, mais on en avait marre. Tu sais, après je sais pas combien d'années d'urgence, de nuit. Et on s'est retrouvés ici, petit hôpital local. Tranquille. Le matin, l'hiver, la première année, on est arrivé, il tombait 50 cm de neige tous les jours. On était obligé de partir à pied, il fallait déneiger à la main et tout, c'est un truc de fou. Oui, non, la chaleur. Vous m'avez fait un vrai festin. Ouais, tu rigoles, quoi. La chaleur, non, ne nous manque pas, il fait chaud ici, l'été. Mais ici, quand on est arrivé, en tant qu'homme, ici, tu veux, en dehors de la saison de ski ou l'été ou quoi que ce soit, si tu veux te faire intégrer un peu à la population, si tu veux pas un peu débarquer, ici, tous les hommes chassent, pour ainsi dire. Ah ouais. Ouais. Et alors toi, au départ, c'est pour se faire des potes, en fait? C'était pour me faire intégrer, quoi, pour être... T'es parti d'un clan? On a un clan, non, mais c'est ça. Moi, je suis pas une bonne fan de chasseurs. Quand elle me parle de la chasse, je leur dis que je m'en fous. Et Dezio, il le sait, la viande qu'il ramène, c'est comme si ça sortait de chez le boucher. Hors de question que j'épluche quoi que ce soit, que j'enlève des plumes ou que je vois une tête.
Ben, enfin, la comment tu fais? Tu fais ça dans le... Tu sais, ici, la chasse, c'est très... comment dirais-je? C'est très réglementé. Hein. Tu chasses pas ce que tu veux, tu chasses pas quand tu veux. Tu sais, il y a des attributions, on a des bracelets, on a tant de trucs, parce qu'il y a des comptages qui sont faits, on a le droit de tuer qu'en fonction de ce qui a été compté. Enfin bref. C'est que Josier, c'est un peu le village gaulois des Alpes du Sud. Hein. On est un des rares villages à ne pas adhérer à la charte du Mercantour, du parc du Mercantour. C'est quoi cette charte? En fait, le parc, si tu veux, c'est un parc naturel, quoi, un parc national. Il y a plein d'interdictions, ils gèrent tout, quoi. Et on ne peut pas rentrer là-dedans parce que tu n'as plus le droit de rien faire, en fait. Tu n'as plus le droit de ramasser une fleur, tu n'as pas le droit de ramasser ton génépi, tu n'as pas le droit de faire tout ça, tu vois. Et donc pour l'instant, on résiste. Mais comme le parc, il paye, tu comprends, toutes les communes, ils adhèrent au parc parce que le parc, il finance, quoi. Et dès la maternelle, le parc, il va dans les écoles. Ah ouais. Il y a des petits, il y en a, ils s'en foutent, tu vois, du regard, et puis il y en a plein de parents qui sont chasseurs. Mais ils demandent qui sont les parents qui chassent et tout, il y en a, ils lèvent même pas le doigt comme ça, on les branche pas. Ouais, mais c'est surtout la campagne pour le loup et tout, tu vois, parce qu'ici, tu parles du loup, tu parles de... Il y a le loup ici. Mais Manga, elle a la pétaque d'un loup. Elle a le sang, hein. Elle a la peur, elle se met entre mes jambes, le prend, mais elle se fait sauter dessus par le loup. Hein. Si je suis pas là, le loup la bouffe. Hein. Et je la tenais en laisse. Hein. Et donc tu as vu le loup de très très près, quoi. Ah, moi j'ai vu le loup comme de la fenêtre. Hein. Parce que j'avais une longe qui faisait... Et il était beaucoup plus gros, plus grand que... celui que j'ai vu, moi. Enfin, j'en ai vu plein, hein. J'en ai vu plusieurs. Mais celui-là, il était haut comme la table. Un gros gris, un gros loup, quoi. On était dans la forêt et... Je la voyais, elle était bizarre la chienne, mais comme il y avait des grattés de sangliers de partout, elle était jeune, hein, j'ai dit, il y a peut-être un sanglier par là qui traîne, tu vois. Regarde, et j'avais peur, donc je l'ai mise en laisse, d'habitude je ne la mets jamais en laisse. Et heureusement, et le loup, là, comme c'était mouillé, il n'a pas dû me sentir ou m'entendre arriver, il était caché derrière un mélèze. Non, tu laisses. Quand la chienne est arrivée au niveau du mélèze, il a sauté dessus. Mais il ne m'avait pas vu, d'un coup, quand il y a sauté dessus, il m'a vu derrière. Il a fait une demi-tour, boum, il s'est échappé. Mais j'ai un copain. Le loup, derrière l'hôpital, hein, on a un copain qui habite derrière l'hôpital. Le loup, il lui a tué le chien dans le jardin. Ici, il y a des sujets à l'hôpital. Ouais, ou t'es pour ou t'es contre, toi le loup que tu n'abordes pas. Le loup. C'est vrai, c'est clivant comme sujet. Dans la vallée, il y a des sujets que tu préfères ne pas aborder, ça évite les disputes. Les migrants, le loup. Non, mais c'est terrible, quoi. En fait, mais est-ce que par rapport à la vie que vous aviez à Aix, là ici, vous avez vraiment l'impression d'avoir une vie de village? Ah oui. Ouais. On a une qualité de vie. Quand tu vois le primaire qu'ils ont passé, l'école, une petite classe par section, quelques gamins. 14 par classe. C'est que l'hiver, c'est le ski, c'est les randos l'été, enfin, quand c'est des trucs de rêve, quoi, pour les gamins, quoi. Le lendemain matin, Roro m'a emmené découvrir le col de la Bonnette, la route la plus haute d'Europe. À deux, on aurait été trop lourd pour Peter, alors il m'a suivi avec sa voiture. Roro, c'est simple, il est amoureux de sa vallée. Alors franchement, comme guide, je pouvais pas espérer mieux. Alors là, elles sortent à peine de leur hibernation en fait. Ouais, depuis le mois d'avril, les marmottes sont sorties déjà depuis un mois, depuis le mois d'avril. Hein. Ici c'est un peu plus haut, donc on va dire fin avril. Ouais. Fin mois déjà qu'elles sont dehors. Mais déjà elles sont pas maigres, elles sont belles. Hein. On monte, on va arriver, il y a des anciens casernements. Et juste là-haut, bon, on voit pas, il y a un autre lac, mais il faut y aller à pied. Le lac Verdé qui est de l'autre côté là. Ouais. Il y a de la vie dans ces lacs? Rien. Les poissons. C'est vrai? Pêche, ouais. Et il se passe quoi l'hiver? Il gèle? Ah, ça gèle, il y a toujours de l'eau au fond. Et les poissons vivent sous la glace? Oui, il y a des trucs. Hein.
C'est marrant, vraiment la frontière, il y a une certaine altitude où les arbres bougent plus là. À partir de 2200 mètres, il n'y a plus d'arbres. Et là, tu vois, tu as une piste, on la devine là, qui descend. Tu vois cette piste? La piste de ski? Non, non, une piste pour rouler. Ah ouais. On la prend un peu plus haut là, on la voit descendre, tu vois, à travers. Elle descend là, elle descend dans toute la vallée. Et tu ressors au pied du col de la Cayolle, à Villard-d'Abbas. Et ça, c'est accessible avec une voiture c'est accessible normale, avec une voiture normale l'été. Après qu'il y ait toutes les coulées. Là, tu peux, toi, avec ta Vitara? Ah ben, je l'ai fait maintes et maintes fois. C'est un de mes parcours préférés, de belles balades préférées. Bon, t'as compris, surtout Barcelo? Ouais, mais j'ai mis les gorges sur le GPS. Voilà, et une fois que je serai dans les gorges, je mettrai en type sur le GPS et normalement. Non, mais les gorges mais là. Tu pars pas sur Alos, tu pars à gauche, direction Uvernay, ouais. À Cayolle. Il y a le bowling à gauche. Ok, bon allez. Ciao, ciao. Merci encore. Hein. Et à bientôt, j'espère. Salut ciao. Roro, merci encore. Hein. Regarde-toi. C'est prévu. J'ai dit au revoir à Roro et Mumu et je suis parti. Direction le col de la Cayolle. Sur le bord de la route, il y avait 3 motards que j'avais salués quelques kilomètres plus tôt. Des motards, j'en avais croisé beaucoup, mais sans jamais vraiment leur parler. Alors là, c'était le moment. Ça va? C'est toi qui avais perdu tes affaires? Non, je les avais pas perdus en fait, je faisais des plans au drone. D'accord. Donc il était en stationnaire et moi je passais sur le pont. Ok. Voilà. Bon. Ça, c'est vous que j'ai croisé alors? Oui. Ça va? Bah, pas vous mal. allez où? Là pour l'instant, on va au col de la Cayolle. Ouais. Vous êtes du coin ou vous voyagez? Pas du tout, on voyage. Vous venez d'où? Paris. Ah, moi aussi. Toi aussi? Ah, vous êtes parti quand? Alors nous on est parti samedi. On est parti samedi midi. Ouais. Et ben on fait en classique la route des Alpes quoi. Ah, ça fait 10 jours que je suis tout seul là. Ah ouais? Tout seul. Ça se passe bien tout seul? Ça se passe super bien, ouais. Ah ouais, tu as le rythme que tu veux quoi. Bah surtout avec ça. T'as pas un copain qui ronfle dans la chambre? Et on en prend plein les miracles. Vous voyez quand on se disait en scooter et tout à la cool machin. Alors je vais vous dire, le projet du film que je tourne, c'est justement d'aller dire aux motards que j'ai ma place avec mon petit scooter. Ouais, avec un scooter. Et il se trouve que je suis dans le flux de la circuit dans tous les cols. Je suis jamais bloqué par la puissance. C'est un 125. Ah oui, mais t'es chargé, c'est pour ça. Ouais. Je suis chargé. Et puis bah, j'ai pas le même freinage et tout, donc j'arrive pas fort dans les virages. Et tu prends ton drone avec tout ça? Ouais. Putain, chapeau. Tu vois comme quoi, t'as des pneus, des freins, tu fais avec 125, tu fais avec ce que tu veux. Ensuite, on s'est suivi jusqu'en haut du col. C'est un film qui s'appelle Presque Motard. Putain, c'est bon ça. Quelque part, ouais, ça donne une leçon à tous ces Bah mecs ouais, suréquipés. ouais. Moi, tu verrais Et c'est assez rigolo, tu vois, parce que tous les mecs en sportive, je leur fais le signe, ils me répondent pas. Tous les mecs comme vous, avec des motos un peu trail, avec des bagages et tout, ils en ont rien à foutre.
eux, ils me saluent. Ouais, ouais. Les C'est mecs marrant. en rallye, ils te répondent pas non plus. C'est l'être humain, il est comme ça. Il aime bien quand il y a des Ouais. castes. Des... Ouais. Vous avez déjà quitté l'Europe, vous? En moto? En moto. Bah non, juste la Suisse et l'Italie. L'Europe, non, donc. Non, pas l'Europe. Il y a la... Putain, l'Europe, ça fait loin, quoi, si tu quittes Il y a l'Europe. déjà quoi faire, hein, déjà. Ouais. T'as Bah, quitté sauf. l'Europe, toi Non. Je suis jeune, moi, les gars. Hein. Comment? Je suis jeune, hein, j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Ouais, t'as le temps d'en faire. Ouais. J'ai dit au revoir à mes nouveaux copains avant d'entamer mon dernier trajet, direction Marseille, avant de rentrer sur Paris. Some people got a good hand, never wondering if they can. But I've been fighting what I'm feeling, needing something to believe in. Oh, lift me up from the valley. Oh. Je suis redescendu à Nice pour ensuite longer la mer jusqu'à Marseille, en profitant au maximum de ces derniers kilomètres. Je sais bien qu'il ne s'agit pas d'un Paris-Dakar, mais cette aventure, modeste certes, était tellement importante pour moi. Elle m'a appris qu'un voyage en moto, c'est pas des vacances, c'est du voyage. D'abord parce que c'est pas très reposant, ensuite parce que j'ai eu l'impression de beaucoup travailler sur moi-même, sur mes peurs, sur mes peines. Toutes les petites perturbations du quotidien n'ont pas disparu pour autant, j'y pensais même encore plus sur la route, mais elles ne m'assassinaient pas. En nostalgie heureuse, elles m'accompagnaient, elles me montraient le chemin. Main sur le guidon, visage au vent, et tu roules. Tu peux rire, tu peux pleurer, mais tu roules. Et si toi aussi, tu as envie de rouler, peu importe ce que tu as dans ton garage, je n'ai qu'une seule chose à te dire. Bonne route.